une précédente vidéo, nous avions vu les différentes évolutions de la médecine dans l'Antiquité et au Moyen-Âge. Mais qu'en est-il de la Renaissance? La médecine à la Renaissance n'est toutefois pas différente de celle du Moyen-Âge que nous avions vu dans une précédente vidéo. À ce moment-là, le développement du phénomène de l'esprit critique et la volonté de vérifier les connaissances médicales par l'observation de la nature et surtout par expérience du corps humain. Pour ceux qui n'ont pas vu les précédentes vidéos sur la médecine, je vous invite à les regarder, les liens seront dans la description ou grâce à la petite fiche qui s'affiche juste à votre écran. Sur ce, c'est parti. Au début du XVIe siècle, les savants commencent les dissections et se permettent de souligner diverses inexactitudes dans les descriptions anatomiques de Galien, qui pour le moment n'osent pas contredire ces observations. Par ailleurs, les nouveaux courants artistiques venus d'Italie recherchent une description anatomiquement réaliste du corps humain, comme le célèbre Dürer ou Michel-Ange. L'art participe au développement global de l'intérêt pour les recherches anatomiques, ainsi Léonard de Vinci n'hésite pas non plus à pratiquer lui-même des dissections, même si ses dessins demeurent privés, ils n'auront cependant pas d'influence sur la recherche scientifique. Néanmoins, avec l'utilisation de gravures sur cuivre et non plus de bois va transformer la représentation de l'anatomie. Dans ce contexte, l'œuvre de Vessal se distingue. Né à Bruxelles, il se forme à Louvain, Montpellier et Paris, puis part en Italie à Padoue. Il effectue lui-même ses dissections, constatant plusieurs erreurs commises par Galien, et convaincu de la nécessité d'une nouvelle étude de chaque partie du corps, non seulement de son apparence, mais aussi de ses fonctions. Il publie en 1543 son ouvrage fondateur de Humani Corporis Fabrica Septem. Les illustrations œuvres de l'école de diététiciens sont supervisées par Vessal lui-même. Son ambition est de donner au lecteur l'impression d'avoir un corps disséqué devant lui. Il établit notamment que la mâchoire humaine n'est composée que d'un seul os, et non de deux comme le voulait Galien. En ce qui concerne le cœur et le prétendu passage du sang du ventricule droit au ventricule gauche, avancé par le maître antique, il constate que selon ce qu'il observe, rien ne permet ce passage. Il avouera cependant hésiter à tenter une description tout à fait nouvelle des fonctions du cœur. Confronté à une grande opposition de la part de certains de ses confrères en dehors de l'Italie, il a atteint néanmoins de hautes fonctions en devenant le médecin personnel de Charles Quint et de Philippe II. Il fut également, comme Ambroise Paré, appelé au chevet du roi de France Henri II. Ce qui se passe ensuite, c'est que les représentations de la Fabrica se distinguent non seulement par la qualité, mais aussi par la volonté des recherches artistiques. Oui, parce qu'au XVIe siècle se développe un espèce d'effet de mode des écorchés, c'est en gros on met des gravures de corps bien écorchés, bien sanglants, bien flippants, pour te faire comprendre que c'est ton corps humain. Et ces poses, elles sont inspirées par l'art antique, qui vise aussi à rendre à la vue de ces corps supportables au lecteur. Des statues d'écorchés apparaissent également à la fin du siècle, en plâtre, en bois ou en cire. Leur production s'achève à la fin du XVIIIe siècle. Le spécialiste de ces modèles anatomiques est Louis Ouzou. Ces modèles démontables étaient réalisés en papier mâché, ce qui les rendait un peu moins chers et plus manipulables. Il faut savoir que par rapport à l'anatomie, la médecine est bien plus lente à progresser durant la période de la Renaissance, parce que Galien fait toujours autorité, d'autant plus que les nouvelles traductions grecques accaparent davantage les humanistes. Pourtant, il y a une personnalité très originale qui apparaît. Cette personne n'est autre que Paraclès. Alors lui, il s'oppose complètement à la médecine traditionnelle et défend plus un système fondé sur les liens et le cosmos. En gros, je te fais un résumé, il rejette toute la théorie des humeurs et selon lui, le semblable soigne le semble. Je m'explique. En gros, son idée de la maladie qui touche un organe provient plus du dysfonctionnement de l'organe en lui-même, et ça, Paraclès et ses disciples introduisent l'idée d'une série de nouvelles substances, en particulier minérales, et médicaments sont un peu le résultat de préparations chimiques minutieusement dosées. Il faut notamment retenir que la Renaissance est marquée par la confrontation avec des blessures particulièrement nouveaux, celles des armes à feu. Par ailleurs, Ambroise Paré est un praticien sans formation médicale, et quand je te dis sans formation médicale, c'est au sens strict, comme on l'entendait à l'époque, qui ne connaît ni le latin et se voit donc méprisé par les médecins universitaires. Il est formé en partie sur les champs de bataille et il abandonne l'usage de l'huile bouillante pour traiter les blessures par arme à feu, que l'on pensait empoisonnées. Pour les amputations inévitables suite au combat, il juge la cautérisation inefficace et lui substitue la ligature vasculaire. Ah oui, et aussi il faut savoir que les hommes de la Renaissance sont aussi confrontés à une nouvelle maladie, la syphilis, qui semble-t-il a été ramenée d'Amérique par les conquistadors. Elle se répand dans toute l'Europe à la fin du XVe siècle, alors se pose dès lors la question d'un mal nouveau, non décrit par les anciens. Fracastor, Girolamo Fracastor, né en 1578 et mort en 1553, formule alors l'hypothèse d'une contamination entre personnes par des particules transmises par contact direct ou indirect
ou projeté. Fracastor anticipe donc la découverte des microbes, et même si l'idée avait déjà été brièvement évoquée durant l'Antiquité et le Moyen-Âge, en conclusion, la médecine à la Renaissance a connu de nombreux progrès grâce à des avancées majeures dans les domaines de l'anatomie, de la physiologie et de la chirurgie. Les médecins ont commencé à abandonner les théories anciennes et à se concentrer sur l'observation et l'expérimentation, rejetant ainsi les bases de la médecine moderne. Cependant, malgré ces avancées, la médecine à cette époque était encore limitée par des croyances et des pratiques superstitieuses. Il va falloir attendre les temps modernes pour comprendre que la médecine évolue pas à pas. Et nous voilà à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter, et on se retrouve à la prochaine pour un nouvel épisode sur la médecine, mais cette fois-ci, les temps modernes.